Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Tenrando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, à Kinshasa, comme chaque année, les autorités congolaises ont organisé des cérémonies commémoratives de la mort de Patrice Lumumba, organisées sur la place qu'on appelle Lumumba, à Limete, où est érigé un monument à son honneur. Vous-même avez écrit sur Lumumba ces derniers jours. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, cet hommage à Lumumba rendu par le gouvernement de Kinshasa? Le gouvernement de Kinshasa n'a pas d'hommage à rendre à Patrice Emery Lumumba si il le fait en tant que gouvernement usurpateur. Il suit le nom de ce grand héros de notre indépendance nationale. Je vais vous dire pourquoi, Monsieur Tenrando. Le gouvernement de Kinshasa est composé de marionnettes de l'ordre impérialiste et néocolonialiste que Lumumba combattait. Donc, quand ce gouvernement-là lui rend hommage, il fait semblant d'oublier qu'il est au service de l'impérialisme et du néocolonialisme. Donc, en bref, ce gouvernement-là n'est pas digne de rendre hommage à Patrice Emery Lumumba. Mais Patrice Emery Lumumba n'appartient pas-il à tout le monde, à tous les Congolais? Attention, attention, attention. Il y a des Congolais qui usent et abusent du nom de Patrice Emery Lumumba. Vous savez, je vais prendre un exemple. Il y a eu un grand nom dans notre histoire après Patrice Emery Lumumba, c'est Antoine Gizenga. Antoine Gizenga a été mêlé à toutes les luttes que Patrice Emery Lumumba a menées avant et après notre indépendance nationale. Mais quand M. Gizenga prend parti pour une marionnette, d'ailleurs dernièrement j'ai même appris qu'à Kinshasa, et en dehors de Kinshasa, il a réussi à organiser une manifestation en mémoire de Patrice Emery Lumumba, et à l'issue de cette manifestation, il a lancé un appel pour que les Congolais puissent soutenir M. Joseph Kabila. C'est une confusion terrible. On ne peut pas un seul instant mettre Patrice Emery Lumumba sur le même pied d'égalité qu'une marionnette de la trempe de Joseph Kabila. Donc c'est une confusion dont nous devrions apprendre à nous départir, Monsieur Etienne Ngandou. Ces derniers jours, vous avez écrit 3 textes. Vous avez écrit Lumumba face aux questions de la balkanisation et de l'autre, puis la crédibilité de l'ONU au Congo de Lumumba, et enfin Lumumba ou l'honneur de mourir debout. Pourriez-vous nous en parler un peu, ce que vous avez écrit dans ces 3 textes? Oui, j'ai essayé, dans la mesure de mes possibilités, de pouvoir revisiter notre histoire autour de ce héros national de notre indépendance. Je voulais finalement comprendre pourquoi, à un certain moment de notre histoire, Lumumba a dérangé. Et j'ai compris que Lumumba a réussi, à identifier nos véritables agresseurs, c'est-à-dire l'impérialisme américain et le néocolonialisme qui y est son allié. Lumumba a réussi à mettre la main sur la méthode à laquelle recourt l'impérialisme et le néocolonialisme pour pouvoir nous tenir sous leurs bottes. C'est la méthode du diviser pour mieux régner. Lumumba a réussi à dire, à mettre les points sur les i au sujet de la question congolaise face à l'impérialisme et au néocolonialisme, c'est-à-dire la question de la terre. J'ai encore en tête là son texte qu'il donne comme conférence à Ibadan au Nigeria en 58,
Lumumba dit que cet espace qui est le Congo, il parle d'abord de toute l'Afrique. Il dit, cet espace-là, le Seigneur Dieu nous l'a donné et il appartient aux Africains d'en être les maîtres, et cela peut aussi être appliqué au Congo. Donc le Congo comme espace de terre que Dieu nous a donné ne peut avoir comme maître que les Congolais eux-mêmes. Et cela est un discours que les impérialistes et les néocolonialistes n'ont pas accepté, les colonialistes n'ont pas accepté du tout. Pour eux, le Congo ne peut être qu'un réservoir de matières premières. Alors qu'il y ait un Congolais qui ait osé dire que le Congo comme espace terre appartient aux Congolais et qu'il appartient aux Congolais d'en être les maîtres, cela n'a pas du tout complu au maître ou à ceux qui se font passer pour le maître du monde. Et quand les réactions à cette façon de Lumumba, à cette façon de voir de Lumumba, ont commencé à se faire sentir, Lumumba a essayé de demander que le Congo puisse être protégé en recourant à plusieurs pays. Il a fait appel aux États-Unis, il a fait appel aux autres pays occidentaux qui pouvaient tirer le Congo de cette tragédie-là. Il a fait finalement appel à l'ONU, mais malheureusement, c'était mal tombé. Il ne savait peut-être pas que l'ONU était aux ordres des impérialistes et des colonialistes qui ne voulaient pas que le Congo, comme terre, appartienne aux Congolais. Voilà pourquoi, après cet appel lancé à l'ONU, le secrétaire général de l'ONU a réussi à travailler une politique différente de celle de Patrice Emery Lumumba, et l'ONU a participé de l'agression et de l'assassinat de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une multitude de textes que Congo Forum et Guide de Book et les autres compatriotes qui travaillent avec lui réussissent aujourd'hui à mettre à notre disposition. Ce sont les textes de la revue panafricaine, Remarques congolaises africaines. Quand vous lisez ces textes-là, vous comprenez ce qui s'est passé le 17 janvier 1961, et vous comprenez que Lumumba ne pouvait pas survivre à sa capacité de mobilisation et de compréhension des enjeux qui se jouaient au Congo entre les années 55 et 61 quand il a été assassiné. Mais M. Mbelou, qu'est-ce que le lumumbisme aujourd'hui en janvier 2013, hein? C'est-à-dire 52 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba au Katanga? Est-ce que les Palous de Gizenga ou la multitude des partis à la dénomination MLC Lumumba vous paraissent être des dignes héritiers de ce lumumbisme? Monsieur Etienne Ngandou, pour répondre à votre question, il est toujours important de revenir aux questions essentielles que Monsieur Patrice Emery Lumumba a posées. Quel est ce parti politique congolais aujourd'hui qui arrive à identifier nos véritables agresseurs, c'est-à-dire l'impérialisme intelligent et le néocolonialisme? Il n'y en a aucun. Tous les partis congolais qui se réclament de Lumumba essayent, dans la mesure de leurs possibilités, d'être les marionnettes de l'impérialisme intelligent et du néocolonialisme. C'est-à-dire que Lumumba aujourd'hui a disparu comme tête intelligente ayant réussi à identifier
les véritables agresseurs du Congo et les questions et les enjeux majeurs liés à cette agression qui ont conduit l'agression qui a conduit à son assassinat le 17 janvier 1961. Peut-être que François Lumumba essaye encore, mais François ne me semble pas, c'est mon point de vue, relativisable. François Lumumba ne semble pas me convaincre sur sa capacité de mobiliser les masses comme son père l'a fait avant qu'il ne puisse être assassiné. Donc, ne me parlez pas de Gizenga ou des autres, non, ce sont des farceurs. Gizenga s'est fatigué, il a renoncé à la lutte et il a réussi à coaliser avec les impérialistes et les néocolonialistes. Gizenga ne peut pas aujourd'hui se réclamer de Lumumba. S'il le fait, c'est pour simplement amuser la galerie. Il a perdu tout. Mais relisez, M. Etienne Ngandou, je vous défie, allez relire les textes des années 60, 61 jusqu'aux années 65. Aujourd'hui, Congo Forum, Guy Debouc et les compatriotes qui travaillent avec lui ont mis ces textes-là à notre disposition. Ce n'est pas le Gizenga qui était soupçonné d'être le complice des communistes que nous avons aujourd'hui sur le devant de la scène. Celui que nous avons aujourd'hui, c'est un vieux fatigué, avide, cupide, qui veut bouffer un peu l'argent de ce jeune homme qui pille les matières premières de notre pays et que nous appelons Joseph Kabila. Donc ce Gizenga n'a rien à voir avec celui qui a combattu aux côtés de Patrice Emery Lumumba et après aux côtés du Conseil national de libération du Congo ou aux côtés de des gens comme les Pierre Moulele. Non, le Gizenga actuel est fatigué, il n'a plus rien, mais absolument rien de la vigueur de sa jeunesse et de la lutte qu'il a assumée quand il était aux côtés de Patrice Emery Lumumba. Mais même M. Lambert Mende, à la conférence nationale souveraine, il s'est réclamé aussi du lumumbisme, hein, parce qu'il avait un parti politique qui s'est dénommé aussi MNC Lumumba. Et aujourd'hui, il ne s'en réclame plus. Est-ce par opportunisme que certains Congolais, bon, à l'instar de Mende, se réclament de Lumumba, mais au fond, on voit qu'ils n'ont pas son idéologie? Monsieur Tengandou, vous me parlez d'un monsieur d'une intelligence indiscutable, mais un opportuniste hors pair. C'est un caméléon, Lambert Mende. Il sait à tout moment comment faire pour mettre son intelligence au service du plus offrant. Si vous me dites aujourd'hui que Lambert Mende est un lumumbiste, je vous dirais non, arrêtons de blaguer. Lambert Mende n'a rien à voir avec le lumumbisme. Lambert Mende, c'est un opportuniste intelligent par ailleurs. D'ailleurs, au lieu de parler de l'intelligence de Lambert Mende, je parlerai de sa ruse. Il sait, en tant que bon caméléon, se convertir et se mettre au service du plus offrant. Il n'a rien à voir avec le lumumbisme. Si Lambert Mende avait quelque chose à voir avec le lumumbisme, il n'existerait plus. Il ne partirait pas de tous les partis qu'il a connus avant la guerre de la FDL. Il ne se convertirait, il ne deviendrait pas membre du RCD Goma et aujourd'hui membre de ce qu'on appelle communément chez nous la majorité présidentielle la majorité présidentielle. Non. Arrêtons de blaguer. Ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont fait pour sauver leur peau? Ils ont abandonné les problématiques que Lumumba a abordées et ils peuvent encore se réclamer de lui en disant qu'il était nationaliste. Mais ils ne disent plus en quoi Lumumba était nationaliste. Non, ne parlons pas du lumumbisme en faisant allusion à Lambert Mende. C'est un gaspillage de temps inutile. Oui, et toujours à propos de Lumumba, Arthur Zaïdi Ngoma a affirmé ceci à Radio Okapi. Patrice Emery Lumumba nous a appris une chose simple en une phrase.
l'histoire du Congo ne s'écrira pas ailleurs, mais au pays. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait pour pérenniser cette dignité? Hein, Rien. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait pour pérenniser cette dignité? Rien, à commencer par les gens comme les Aïdingoma. Mais monsieur Étienne Landou, nous parlons aujourd'hui de Lumumba avec des gens comme les Aïdingoma, Goma, pour nous mettre en exergue, tout simplement. Mais un monsieur comme Zaidingoma, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur sa lutte à lui en tant que héritier de l'idéologie de Lumumba? Rien du tout. Monsieur Tenando, j'aimerais vous dire ceci. Les Lumumba, ce sont des êtres rares. Vous n'en avez pas deux sur un siècle. Lumumba est venu chez nous. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, nous devons batailler dur pour avoir un autre Lumumba. Et il apparaît par-ci, par-là, à travers l'un ou l'autre acteur politique. Mais le véritable Lumumba n'est pas encore réapparu sur la scène politique congolaise. Mais il va renaître, parce que les Lumumba, ce ne sont pas des gens qui disparaissent comme ça une fois pour toutes, non. Ils disparaissent et ils renaissent. Et c'est pourquoi ces gens-là, les Lumumba, comme je l'ai écrit dans mon dernier article, Lumumba ou l'honneur de mourir debout, les Lumumba, les Jésus, les Socrates, ce sont des gens très dangereux. Ce sont des intellectuels subversifs. Ils ne meurent pas. Et leurs assassins peuvent donner l'impression de les avoir tués, mais les Lumumba, les Socrates, les Jésus reviennent toujours à la vie. Et aujourd'hui, je peux vous garantir, monsieur Etienne Nganzou, que Patrice Emery Lumumba est en train de renaître dans son pays, au Congo. Et vous aurez d'ici là des milliers et des millions de Lumumba. Et c'est cela qui va mettre effectivement un terme à l'impérialisme intelligent et au néocolonialisme. Quand vous lisez ce que nos jeunes font aujourd'hui, vous prenez un livre comme celui de Patrick Mbeko, vous avez un jeune qui à un certain moment se dit que son pays importe mieux que quoi que ce soit, et il se met à travailler sur son pays. Vous avez un mouvement comme celui que je rencontrais dernièrement à Clichy, cette diaspora congolaise qui appelle à la renaissance de son pays. Et vous avez aujourd'hui à travers le monde beaucoup de groupes de compatriotes, des jeunes qui se disent qu'il faut que le Congo renaisse, et plusieurs de ces groupes ont comme référence la lutte menée par Patrice Emery Lumumba. Donc le Congo de demain sera un Congo fondamentalement nationaliste, mais aussi un Congo fondamentalement lumumbiste. Très bien. Une commission d'enquête parlementaire belge de 2001 avait conclu à la responsabilité morale de la Belgique. Le gouvernement avait alors présenté les excuses de la Belgique au Congo. Pour la famille Lumumba, il faut aller plus loin que la reconnaissance d'une responsabilité morale et établir des faits toutes les conclusions d'ordre pénal et juridique. Croyez-vous qu'au-delà des excuses, la vérité jaillira finalement sur les vraies circonstances de l'assassinat de Patrice Lumumba? Monsieur Tenrandou, je fais confiance à la Belgique comme État de droit. Je fais confiance et je sais qu'il y a une bonne marge de liberté dont la justice jouit en Belgique, et il n'est pas exclu que la justice belge puisse nous surprendre. Cela étant dit, ce qui importe aujourd'hui, à mon humble avis, ne sera peut-être pas que le meurtrier, les assassins de Lumumba soient ou pas condamnés. Ce qui importe, c'est que nous nous rendons compte que le temps de la vérité est différent de celui du mensonge. La vérité finit toujours par triompher. Et nous, en tant que Congolais, nous devrions
apprendre de la vie de notre héros national et de la lutte qu'il a menée. Et vous savez pourquoi j'ai fait allusion à cela? C'est parce que je me réalise que nous luttons trop en tenant compte du court terme. Vous voyez, l'homme est homo. Vous savez, je peux parler de Lumumba en disant c'est l'homme. Cet homme-là est mort il y a plus de 52 ans et 52 ans après, la vérité commence à surgir. Ça fait partie de la vie des grands hommes. Et vous savez, dans mon dernier texte, je dis, il est allé à sa mort consciemment. Dans un échange qu'il a eu avec l'un des témoins de notre histoire, Thomas Kanza, il lui dit, je vais aller à la mort. Je voudrais mourir. Vous voyez, ça fait partie des grands hommes. Et vous savez, M. Tenlandou, quand je regarde les photos de Patrice, j'aime l'appeler comme ça. Quand je le contemple, j'aime l'appeler Patrice. Parce que quand je le contemple, je pleure. Je pleure en disant, ça c'est un homme. Et, un homme digne. Un homme digne parce que il est lié, on lui présente du pain, il ne mange pas. Et il dit, je dois mourir. Et le jour où nous serons capables d'être des millions, supposons que nous soyons 4 millions ou 5 millions de Congolais à dire, pour notre souveraineté nationale, pour notre souveraineté économique, politique et culturelle, nous allons mourir. Nous allons main nue vers nos assassins, qu'ils nous tuent. Et qu'on voit qu'après nos 6 millions de morts, ils sont encore capables de trucider au vu et au su de tout le monde 10 millions de personnes. Nous aurons gagné la lutte de Patrice Emery Lumumba. Mais cette lutte va recommencer. Et je pense même qu'elle a déjà repris son cours. Elle va se poursuivre. Et je peux être un rêveur. Et ceux qui auront mis leurs pas dans les pas de Lumumba finiront par vaincre l'impérialisme et le néolibéralisme et le néocolonialisme porté par le néolibéralisme. Ah, très bien. Toujours cette semaine, hein, les mercredis 16 janvier, des cultes d'action des grâces ont été organisés à travers la RDC en mémoire de Laurent Kabila, assassiné à Kinshasa au mois de janvier 2001, voilà. Présent sur les lieux, hein, c'est Radio Okapi qui rapporte l'information, le professeur Ngoma Binda a expliqué que l'ancien chef d'État inspire à la nation congolaise l'indépendance dans tous les domaines. Un Quinois sur place apporte également son témoignage. Il affirme ceci: pour lui, Kabila était le symbole de la liberté, de la démocratie et de l'autoprise en charge. La question qu'on peut se poser, n'est-ce pas tout de même un peu simple tous ces louanges quand on observe l'état dans lequel se trouve la RDC actuellement, 16 ans après la révolution AFDL? Monsieur Tenlando, le point de vue que je vais donner maintenant, je souhaite qu'il soit très relativisable. Oui. Il faut approcher Laurent Désiré Kabila sous plusieurs angles. Regardez. Laurent Désiré Kabila avait été le continuateur, parmi les continuateurs de la lutte de Lumumba, parce qu'il fait partie des jeunes qui, juste après l'assassinat de Lumumba, vers les années 63, 64, 65, il fait partie des jeunes qui ont constitué le Conseil national de libération. Et ces jeunes-là avaient comme idéologie poursuivre la lutte menée par Patrice Emery Lumumba. Et cette idéologie, cette lutte a connu beaucoup de soubresauts, ce qui fait qu'à un certain moment, les jeunes engagés dans cette lutte devraient être un peu fatigués et ils se sont laissés aller à plusieurs tentations, comme ça a été le cas avec Laurent Désiré Kabila. Quand ce monsieur-là est embrigadé dans l'AFDL, il croit pouvoir prendre ses embrigadeurs, si on peut ainsi parler, à son jeu à lui. C'est ainsi que, après avoir fait le jeu de ce maître, il va finalement comprendre qu'il doit remercier ses maîtres
et rendre la liberté à son peuple. C'est ainsi qu'il y a eu la guerre du 2 août 1998 parce que il ne pouvait plus supporter que ceux qui ont voulu faire de lui un roi puissent infiltrer toutes les institutions et commander le pays pour lequel il est un héritier d'une lutte, la lutte de Patrice Emery Lumumba. Donc, Laurent Désiré Kabila, à un certain moment, s'est ravisé et il a essayé de redécouvrir ses racines lumumbistes. C'est ainsi que il avait rédigé un plan du redressement du Congo que ses parrains n'ont pas pu accepter. Vous savez, j'ai ces pages-là, les pages du livre de Colette Brackman en tête. J'en ai deux, la page 59 et la page 60 de son livre intitulé Les nouveaux prédateurs, la politique de puissance en Afrique centrale. Quand vous lisez ces pages-là, vous sentez que le projet que Laurent Désiré Kabila avait était très dangereux pour ceux qui avaient espéré faire de lui leur marionnette. Et là, il ne pouvait plus subsister à ce marionnettisme. C'est ainsi qu'il a été assassiné. Mais qu'il ait commis des erreurs, c'est-à-dire qu'il ait cru un seul instant qu'il pouvait accepter d'être la marionnette du Rwanda et de l'Ouganda, mais beaucoup plus la marionnette des États-Unis et de la Grande-Bretagne, pour renverser la vapeur après, c'est signe qu'il avait fait des mauvais calculs. Et c'est cela qui lui a coûté la vie. Donc, M. Etienne Ngandou, et là, mon point de vue ne m'engage que moi. Il ne faut pas, à mon humble avis, classifier ce monsieur-là parmi les bonariens congolais. Non. Ce monsieur-là avait une certaine intelligence, mais une intelligence qui, à un certain moment, lui a joué des tours. C'est ainsi qu'il n'a pas pu, en tant que collaborateur des forces extérieures qui voulaient envahir notre pays, il n'a pas pu transformer son engagement en atout pour notre pays. Mais qu'il ait eu des idées claires et nettes sur la prise en charge du Congo par les Congolais eux-mêmes, cela est un fait que les discours qu'il a tenus, que certaines actions qu'il a menées peuvent témoigner. Et quand vous lisez le livre auquel je viens de faire allusion, à la page 187, Colette Brackman dit, et je la paraphrase, Kabila dictateur, bien sûr, mais pas plus que Museveni et Kagame. Et si Kabila a été tué, c'est parce que il n'a pas facilement accepté que le Congo puisse être ouvert au néolibéralisme. C'est ainsi qu'on est allé vite chercher une jeune marionnette qui pouvait accomplir ce projet-là en nous faisant croire qu'il était dans la lignée de celui qu'on a appelé son père. Et cette jeune marionnette, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila. Mais M. Mbelou, pour revenir à Laurent Kabila lui-même, en tant que dirigeant congolais, on ne peut pas dire que c'était un modèle de démocrate, parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait interdire les activités des partis politiques, il a remis en place une espèce de culte de la personnalité, et comme à l'époque de Mobutu, en fait, par les faits, on voyait qu'il ne faisait que copier Mobutu. Oui. Les journaux télévisés commençaient avec un discours de Kabila, comme à l'époque de Mobutu. Mais M. Tenrando, regardez, j'ai l'impression que nous jugeons trop rapidement nos hommes politiques et sans trop voir ce qui est derrière. Monsieur Tenrando, je dis que sur ce point-ci, je mets mes points de vue vraiment personnels et quiconque peut les détruire comme il veut et quand il veut. Je m'excuse. Il y a beaucoup de Congolais qui aujourd'hui essaient de lutter pour voir comment faire
afin que ce pays-là puisse redémarrer, puisse être remis sur les rails. Et dans cette recherche, on peut commettre des erreurs. Et je suis d'avis que Laurent Désiré Kabila a commis des erreurs. Mais quand il a compris qu'il avait une lutte à mener jusqu'au bout, il se ravisait, mais malheureusement c'était tard. Vous savez, monsieur Etienne Ngandou, on parle beaucoup trop facilement de nos dictateurs à nous que de ceux qui fabriquent ces dictateurs-là de l'extérieur. Je ne doute pas du fait que, à un certain moment, cette tendance-là se soit fait remarquer chez Laurent Désiré Kabila. Mais est-ce pour ça que nous devons les exonérer de leurs responsabilités? Pas du tout, pas du tout. Mais moi, je voudrais que nous voyions, en faisant la part entre leurs erreurs, leurs crimes et ce qu'ils ont pu apporter de positif. Et là, je peux choquer certains compatriotes. Même en relisant la vie de messieurs comme Mobutu, il y a des parts positives que nous pouvons prendre pour reconstruire notre pays. Donc, nous ne devons pas tout le temps... Cela d'autant plus que nos dictateurs sont fabriqués de l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui, à un certain moment, commence à nous demander de les rejeter. Et au moment où l'extérieur nous demande de rejeter nos dictateurs, nous devions toujours nous dire, qu'est-ce qu'il y a eu? Ne fût-ce qu'un tout petit peu de positif dans la vie de ces dictateurs-là. Quand vous relisez la vie d'un Mobutu, par exemple, c'est au moment où il commençait à dire à ses créateurs certaines vérités qu'il est devenu dangereux. Prenez le discours de Mobutu à l'ONU en 1973. Prenez les échanges de Laurent Désiré Kabila avec Madeleine Albright. Kabila a coupé le téléphone. Et vous imaginez un nègre qui coupe le téléphone à une dame présentée comme appartenant à l'un des pays les plus puissants du monde. Ça, nous n'analysons pas beaucoup. Que Kabila ait eu des tendances dictatoriales, Kabila Mouzé, oui. Mais que Kabila ait posé des actes de bravoure en disant non et FMI. Kabila a dirigé le Congo pendant 2 ans sans toucher un seul euro du Fonds monétaire international, monsieur Etienne Ngandou. C'était déjà un point de départ d'une rupture avec une institution financière internationale qui est à la base de nos misères. Que Kabila ait coupé le téléphone à Madeleine Albright, il signait ipso facto son acte de mort. Ce sont des actes audacieux. Et une rupture à l'endroit d'un impérialisme qui croit qu'il a toujours des choses à dicter aux Congolais. Donc, oui. Ouais, M. Mbelou, malgré tout cela, est-ce qu'il ne serait pas légitime aux Congolais aujourd'hui d'exiger un droit d'inventaire de la révolution AFDEL? Aujourd'hui que Laurent Kabila est sacralisé, on semble oublier qu'il exerçait son pouvoir de manière autoritaire, pour ne pas dire dictatoriale. Et puis, Joseph Kabila, c'est son héritage. James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée congolaise, c'était toujours lui. Doit-on s'interdire d'exiger ces droits d'inventaire? Monsieur Etienne Ngandou, nous n'avons pas un seul instant à nous interdire le droit d'inventaire. Et sur les points que vous êtes en train de souligner, je suis d'accord avec vous qu'avec l'AFDEL, le loup est rentré dans la bergerie, qui c'est James Kabarebe, mais nous a été présenté comme un Congolais. Il est même devenu le chef d'état-major de notre armée. Et c'est avec l'AFDEL que nous avons été, pour la énième fois, infiltrés par les forces rwandaises. Mais ce que je fais maintenant, c'est quoi? C'est dire, en dehors de ces erreurs, de ces trahisons de l'homme que nous appelons Laurent Désiré Kabila, quels peuvent être les petits points positifs? Les petits points positifs, c'est ce que je suis en train de relever là. Mais le système en lui-même, c'était un système fomenté par les maîtres du monde,
un système monté de l'extérieur et qui ne pouvait pas être d'un seul intérêt pour notre pays. Donc c'est un système qui devait être banni de notre pays, et sa continuation aujourd'hui dans notre pays constitue une misère pour nos populations. Ah, très bien. Passons maintenant pour parler des Kampala. Les gouvernements et les rebelles du M23 ont adopté 4 points à l'ordre du jour, qui sont notamment la revue de l'accord du 23 mars 2009, les questions sécuritaires, les questions sociales, politiques et économiques, et les plans de mise en œuvre. Et apparemment, les violents ne semblent pas s'accorder, puisque les M23 exigent un nouvel ordre institutionnel, ce que la délégation de Kinshasa a rejeté fermement par la voix du chef des experts de cette délégation, à la personne de l'abbé Apollinaire Malomalo. Dites-moi ce qui se passe à Kampala. Est-ce crédible ou bien les vrais enjeux se trouvent ailleurs? Monsieur Etienne Ngandou, je crois vous avoir envoyé les textes, les cahiers de charge du M23 et la réponse du gouvernement usurpateur de Kinshasa. Monsieur Etienne Ngandou, quand vous lisez ces textes-là, et je souhaite que nous soyons nombreux à les lire, vous vous rendez compte que ce qui se passe à Kampala, c'est un règlement des comptes. Je vais prendre 2-3 exemples. Le M23 montre comment ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kinshasa par défi pillent notre pays, s'enrichissent illicitement, enrichissent leurs amis et leurs familles biologiques. Ne fût-ce qu'à ce niveau-là, vous sentez qu'il y a un problème de règlement de compte, c'est-à-dire des alliés qui hier luttaient ensemble et qui aujourd'hui ne réussissent pas à partager les dividendes de leur lutte. Monsieur Ngandou, vous n'allez pas oublier que le M23 est une émanation du CNDP et que le CNDP est membre de la majorité présidentielle à laquelle appartient le gouvernement, qui a répondu au M23 en disant que le M23 est en train de s'adonner à une farce de mauvais goût. Pourquoi? Parce que le M23 est un mouvement terroriste et un mouvement criminel. Forces négatives qu'ils ont écrit. Ce sont des forces négatives. Mais monsieur Ngandou, dites-moi comment ces mêmes représentants du gouvernement usurpateur de Kinshasa ont dû coaliser avec des forces criminelles, c'est-à-dire que par le cahier de charge de M23 et la réponse du gouvernement usurpateur de Kinshasa, ils prouvent les deux qu'ils ont fait des alliances contre nature, des criminels, et les deux parties devraient être traduites en justice au Congo au moment où nous pourrons avoir un gouvernement légitime. Donc, par le cahier de charge du M23 et la réponse du gouvernement usurpateur de Kinshasa, on voit qu'il y a eu dans notre pays une alliance contre nature entre des partis criminels qui n'ont fait rien d'autre que tuer nos populations. Parce que, vous savez, M. Etienne Ngandou, je vous l'ai dit une autre fois, le M23 dit que Kabila ne comprend que le langage des armes. Mais dans l'entretemps, le M23 tue nos populations qui n'ont rien à voir avec Joseph Kabila. Donc c'est un groupe criminel qui doit être mis hors d'état d'agir. Mais discuter du M23 comme discuter des réponses du gouvernement usurpateur de Kinshasa, c'est faire un faux débat. Parce que le véritable débat est le suivant. Qui nous mène une guerre de basse intensité qui dure depuis les années 90? Que pouvons-nous faire? Qu'avons-nous déjà fait pour résister à cette guerre de basse intensité? S'en prendre au M23, c'est ne pas aller tout droit vers les véritables
initiateurs de la guerre de basse intensité qui se mène de chez nous, car leur marionnette est interposée. Donc, qui nous fait la guerre? Les États-Unis, la Grande-Bretagne. Qui sont leurs marionnettes? L'Ouganda avec Yoweri Museveni, Kigali avec Paul Kagame. Et qui sont leurs alliés au Congo? Il y a tous les mouvements rebelles qu'ils ont créés, plus M. Joseph Kabila, qui fait partie du trio Museveni, Kagame, et lui-même, hein, Kabila, qui a favorisé l'infiltration de nos institutions par les militaires du FPR, parce que n'oubliez pas que le Rwanda a envie de se débarrasser de son trop plein de militaires. Il ne saura pas les payer. Le Rwanda est un tout petit pays qui n'a pas beaucoup de richesses, qui a besoin d'évacuer son trop plein de militaires chez nous pour qu'ils puissent trouver à manger et à boire. Et l'une des façons de procéder, c'est de créer des mouvements rebelles et d'infiltrer l'armée congolaise par les mouvements de brassage, de mixage et d'autres trucs que Joseph Kabila invente à partir de Kinshasa. Pour finir, un groupe d'intellectuels africains a écrit au secrétaire général de l'ONU en rapport avec la situation qu'il y a actuellement à l'est de la RDC. Et visiblement, cette démarche semble prêter à polémique. Hein. Qu'en pensez-vous? Non, il n'y a pas de polémique possible, monsieur Etienne Ngandou. Lisez la lettre des femmes congolaises de la diaspora écrite à partir de la Grande-Bretagne. C'est une lettre qui répond point par point à celle des écrivains et intellectuels africains. Je suis très mal dans ma peau parce que une femme de grande acabit, de grande intelligence comme Aminata Draman Traoré, qui a écrit des livres remarquables sur le viol de l'imaginaire et l'Afrique humiliée, s'est laissé entraîner dans la signature de cette lettre, une lettre qui ne tient aucunement compte de l'histoire du FPR. Je vous ai envoyé au courant de la journée une évaluation du travail fait par le tribunal pénal international pour le Rwanda, et le monsieur qui fait cette évaluation nous dit ceci: ce tribunal n'a pas pu accomplir son travail comme il se doit, parce que toute la vérité n'a pas été dite, dans la mesure où les acteurs de la tragédie, les acteurs importants de cette tragédie se sont permis de l'étendre dans d'autres pays de l'Afrique des Grands Lacs, entre autres au Congo, et j'ai supposé que parmi ces acteurs il y a Paul Kagame. Donc, pour me résumer, cette lettre ne tient pas compte du fait que ce qui se passe aujourd'hui chez nous au Congo, c'est une guerre de basse intensité menée par la Grande-Bretagne et les États-Unis avec Yoweri Museveni et Paul Kagame comme marionnette et sous-traitant avec les autres sous-traitants qu'on rencontre dans notre pays. Donc c'est une lettre qui nous distrait et qui engage un faux débat. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.